C'est bon? Allez, donc je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Alors, monsieur le directeur général des services, veuillez procéder à l'appel. Merci, Josette. Jean-Michel Solé, Présent. Anne Mourant, Présente. Yves Présent. Clémentine R, Présente. Olivier Capet, Présent. Sandrine Poussane, Présente. Bernard Pêche, Présent. Marie-Josée Graza, Présente. Olivier Lacaze, Présent. Josette Monté, Présente. Guillaume Blavette, Présent. Marie-Josée Diaz, Présente. Gérard Petit, Présent. Annabelle Basile, Présente. Didier Burkan, Présent. Evelyne Canovas, Présente. Stéphane Boada, René Salva, Présente. Jean-Louis Florisson, Présent. Catherine Adey, Présent. Cédric Castella, Présent. Aurore Valenzuela, Présente. Alexandre Frisbaudiou, Présent. Emmanuel Fradé, Présente. Marc Marty, Présent. Myriam Noguès, Présent. Jean-François Pescador. Voilà. Et le conseil municipal est au complet. Donc, je vous propose, comme secrétaire de séance, monsieur Alexandre Ortiz. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, le point 1 de l'ordre du jour, c'est la délégation du conseil municipal. C'est les délégations du conseil municipal au maire. Monsieur le directeur. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal décidera pour la durée du présent mandat de confier à monsieur le maire les délégations dans les domaines et limites suivants. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De moduler à la baisse les tarifs du camping municipal dans la limite de 50% de ceux fixés par délibération du conseil municipal afin d'organiser des opérations commerciales promotionnelles ponctuelles pour assurer le meilleur taux d'occupation possible du camping. Procéder à les limites de 1,5 million d'euros par an à la réalisation des emprunts. De prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords cadres, ainsi que toute décision concernant les avenants. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance, ainsi que d'agrément. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats notaires, avoués, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €, de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal de 800 000 € par année civile, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, et d'ouvrir ou d'organiser la participation du public par voie électronique, conformément au Code de l'environnement. Très bien. Est-ce qu'il y a des observations? Nous allons décider de voter contre dans la mesure où, lors de la dernière mandature, cette délibération a permis les travaux du front de mer sans aucune délibération du conseil municipal, sans aucune concertation de la population, puisque vous avez refusé le référendum qu'on avait demandé, mais avec de l'information, ça je vous reconnais l'information. Mais donc voilà, c'est pour cette raison qu'on votera contre cette délibération. Eh bien, d'autres observations? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, vous en doutez, bien entendu. La décision de construire et de faire le front de mer
a été largement débattue. Je rappelle qu'il y a eu 3 républiques qui ont été organisées, qu'il y a eu une concertation qui a eu lieu, qui a duré fort longtemps, même un mini-séminaire auquel ont participé en partie M. Marty et en totalité, M. Colomine, que ça a été débattu largement et présenté au conseil municipal, que je n'ai pas souhaité faire un référendum, parce que je pense qu'un référendum, ça divise la ville plutôt que ça la rassemble, et que ce projet était nécessaire, et que le résultat de ce projet n'est même plus discuté par la population, n'est même plus discutable. Ça, c'est le premier point par rapport à ce que vous nous avez indiqué. Je rappelle que ces délégations sont les mêmes qu'il y a eu lors de la dernière mandature, et si je chaque année à la mandature de l'année. Voilà. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 2, c'est la composition des commissions municipales et désignation de ses membres. Alors, on a échangé par courrier par rapport à ces commissions. On vous a transmis le nom et la composition de ces commissions et vous nous avez répondu. Un représentant pour chaque groupe et j'ai accédé sans problème. Voilà. Donc, je vais les lire quand même parce que c'est filmé, donc autant que la population soit au courant. Donc, la première commission, c'est la commission des finances. Comme par le passé, Gérard Petit et Bernard Pêche se partagent dans la présidence. Il y a Anna Morin, Sandrine Toussaint, Marie-Josée Monté, Manuel Fradet et Jean-François Pescara. Et ensuite, j'ai associé 2 personnes que j'ai invitées, Mme Ballester et M. Fabrice Vigini. L'urbanisme, voirie et travaux, c'est Guy Vinot qui a la responsabilité et la délégation. Il y a Olivier Capel, Gérard Petit, René Salvat, Alexandre Ortiz, Marc Marty, Jean-François Pescador. Et j'ai rajouté Mme Ballester, M. Viginier. Et j'ai souhaité maintenir Jean-Charles Colomine, avec qui on a bien travaillé lors de la dernière mandature, avec son accord bien entendu. Agriculture, Arrêt le Pays, Olivier Lacaze, Pêche, Stéphane Boida, René Salvat, Cathy Adel, Myriam Manzana, Jean-François Pescador. Développement durable, Bernard Pêche, Olivier Capet, Clémentine Lair, Sandrine Poussan, Marie-François Pescador, Madame Ballester, Nicole Garcia et Fabrice Vigini. Affaires sociales. Alors, nous avons souhaité qu'il n'y ait pas une commission des affaires sociales et parce que ça traite des mêmes choses, donc nous avons regroupé les deux par rapport aux membres du conseil municipal. Donc Marie-Josée Graza, Anne Morin, Bernard Pêche, Olivier Lacaze, Josette Monté, Evelyne Canovas, Jean-Louis Forission, Myriam Manzanas, Jean-François Pescador, et dont les membres associés, qui sont désignés par le président, c'est Jacques Lopez, Gilbert Pelin, André Santaine, André Lopez, Michel Chabot, Michel Chaton, Pierre Rollet et Jean-Pierre Stivinazo. C'est pratiquement les mêmes. Il y a Jacques Lopez qui rentre dans cette commission. Tourisme, artisanat et commerce, et aussi qu'il n'y ait pas 2 commissions, une municipale et une qui travaille autour de l'EPIC, surtout que nous souhaitons que cette EPIC travaille de concertation avec le conseil municipal et que déjà ces choses faites par rapport à la communication, mais nous souhaitons que son travail aille encore plus loin. Donc, Sandrine Poussan, Anne Morin, Clémentine Lair, Olivier Capet, Bernard Pêche, Marie-Josée Graza, Marie-Josée Dias, Annabelle Basile, Didier Burcan, Emmanuel Fradet, Jean-François Pescador. Et les suppléants de l'EPIC, c'est Guy Vinot pour le conseil municipal, Olivier Lacaze, Josette Monté, Guillaume Blavette, Gérard Petit, Evelyne Canovas, Stéphane Boida, René Salvat, Cathy Adel, Cédric Castellar, Myriam Manzanas et Marc Marty. En sachant que c'est une commission qui se réunira une fois par mois, puisque c'est des statuts de l'EPIC.
police municipale, stationnement et sécurité. Donc, comme au dernier mandat, Olivier Capey, Anne Morin, Guillaume Blavette, Marie-Josée Dias, Didier Burcan, Evelyne Canova, Stéphane Boisdin, Jean-Louis Florisson, Alexandre Ortiz-Boudiou, Marc Marty, Jean-François Pescador et Fabrice Vigini. Port de Plaisance, nous avons aussi souhaité rassembler la commission portuaire et la commission portuaire élargie qui a permis de réaliser ces superbes travaux au port. Donc Guy Vinot qui en a la charge, qui a conduit ces travaux, Anne Morin, Bernard Pêche, Marie-Josée Dias, Annabelle Basile, Gérard Petit, Stéphane Boisdin, Cédric Castellat, Marc Marty, Myriam Manzanas, Jean-François Pescador, et ensuite donc, les membres participants, c'est Aline Fiala, Jacques Lopez, Jean-Paul Richoux, André Bichler, Louis Rech, Henri Martinez, Jean-Charles Colombine, Maurice Escastrer, Pierre Naudy, Jean-Paul Marcelin, Bernard Séjalon, Jean-Marc Segura, Laurent Sagols, Jean-Claude Crasso, Michel Larousse, Jean-Pierre Coste et Jacques Dubois, qui est un nouveau entrant. Sport et jeunesse, qui a été confié à Guillaume Blavette. Donc Olivier Capey, Didier Burcan, Stéphane Boisdin, Cathy Adel, Alexandre Ortiz, Emmanuel Fradet, Jean-François Pescador, Jean-François Rex, François Vigini. Et affaires scolaires, il y a un peu plus de commissions qu'avant. Aurore Valenzuela, Clémentine Lair, Marie-Josée Graza, Evelyne Canovas, Emmanuel Fradet, Jean-François Pescador. Ce sont les commissions municipales. Si vous êtes d'accord, je vous demande de les voter à bloc, puisque vous avez participé à la Constitution. Pardon, est-ce Oui. que je peux poser une question? Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de commission sur la culture cette année? Parce qu'on va travailler, comme on avait fait l'année dernière, sous forme de groupe. Rappelez-vous-en, vous y avez participé avec Roger Rouille. Et on y travaillait plutôt au coup par coup, Oui. en fonction des besoins. On y a travaillé beaucoup quand on a voulu faire le petit feuillet du patrimoine qu'on a mis dans la bibliothèque municipale. Et donc, on a préféré que ça reste dans un groupe dans lequel vous serez amené à participer sans aucun problème, comme on l'avait fait la dernière fois. Très bien, merci. Mais Dans les sans, pro- sans Pardon. commission. Pardon Sans commission. Sans commission. Parce que c'est une délégation sur laquelle elle aura un contact direct avec la population et si elle le souhaite, elle a toute l'attitude pour réunir des groupes de travail. Et Clémentine? Pardon Et Clémentine? Clémentine, elle a une délégation sur les festivités, je vous l'ai cité aussi. La mémoire est bonne. Oui, mais on n'a pas trop tremblé. Oui. Ça a été vite, donc... J'essaierai de parler plus doucement, mais non, elle a une vraie délégation sur les festivités. Et elle a une délégation aussi qu'elle partage et qu'elle emploie largement avec Bernard Pêche et Olivier Lacaze, mais elle a une délégation particulière sur les festivités. Et là aussi, elle travaille en groupe, donc pas sur une commission. C'est clair? Donc, sur ces premières commissions, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? On va voter en bloc. Vous êtes d'accord? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, il reste deux commissions qui sont des commissions relativement restreintes par la loi ou par le code. Donc, c'est la commission d'appel d'offres et la commission pour les délégations de services publics. Dans la commission d'appel d'offres, donc, Guy Vinot, Anne Morin, Olivier Capey, Bernard Pêche, Myriam Zanis. Et ensuite, un suppléant, il y a Clémentine Lair, Gérard Petit, Didier Burcan, Jean-Louis Florisson, Emmanuel Fradet. Dans ces commissions,
peuvent être votés à main levée et, si vous le souhaitez, peuvent être votés à bulletin secret. Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent que le bulletin secret? C'est bon? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. La commission DSP, délégation de service public. Je rappelle, la commission d'appel d'offres, c'est bien entendu pour ouvrir les plis d'appel d'offres lorsque la commune souscrit des marchés. Les délégations de service public, ça concerne tout ce qui est la location du domaine public, occupation de la plage, etc. Avec un contrat. Et donc, c'est Guy Guinot, Anne Morin, Olivier Capet, Gérard Petit, Emmanuel Fraga. En suppléant, il y a Clémentine Herbe, Bernard Pêche, Didier Gultin, Jean-Louis Florisson, Myriam Manzanas. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 3 étant le débat d'orientation budgétaire, vous avez la parole. Donc, concernant le débat d'orientation budgétaire, un aperçu de l'environnement macroéconomique dans le monde avant la crise du coronavirus. On a constaté un ralentissement marqué selon les sources de la Caisse d'épargne. L'exercice 2019 a constaté une décélération globale et synchronisée. La Chine a ralenti plus qu'initialement prévu les moteurs de la demande intérieure et baissé de régime aux États-Unis. La zone euro s'est heurtée à des difficultés industrielles et extérieures. Guerre commerciale, Brexit, taxes américaines sur les marchandises européennes en réponse aux subventions de l'Union à Airbus, impactant son activité. Bien que la croissance soit affaiblie, elle n'est pas en récession grâce à la résilience de la demande intérieure en Espagne, en France et au Portugal, qui résiste avec un ralentissement plus modéré de la croissance que ne l'ont connu l'Italie et l'Allemagne. Après une croissance de 1,7% en 2018, l'économie française a atteint 1,3% en 2019, tandis que la zone euro a vu sa croissance passer de 1,1 à 0,9%. La croissance française s'est montrée résiliente en 2019 dans un contexte de ralentissement global, en raison de la moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel. L'activité a été largement portée par la demande intérieure, avec le dynamisme de l'investissement des entreprises et une consommation privée relativement solide. Bien sûr, il faut parler maintenant de l'impact de la crise du coronavirus sur l'environnement macroéconomique. Selon le Fonds monétaire international, un recul du PIB mondial interviendra en 2020 de l'ordre de 3%. Le monde a énormément changé au cours des 3 derniers mois qui se sont écoulés. La dernière mise à jour des perspectives économiques du FMI indique à l'effet qu'il apparaît bien lointaine maintenant la croissance économique qui était prévue à hauteur de 3,3% en 2020. À la place, le FMI s'attend désormais à un recul de 3%, ce qui peut paraître encore loin des quelques 10% que l'économie mondiale aurait perdu durant la crise de 29. Mais c'est 30 fois plus sévère que l'impact de la dernière crise financière de 2008. Si pour la première fois depuis la Grande Dépression, pays riches et pays en voie de développement sont entrés en récession, le recul économique pour les premiers, les pays riches, moins 6% en 2020 contre moins 16% en 1929, sera plus marqué que pour les seconds, les pays en voie de développement, qui verront une baisse du PIB de 1%. Le repli de la croissance auquel on devrait par exemple assister cette année aux États-Unis, de 1,7% en 2019 à moins 6% en 2020, dans la zone euro de 0,9% à moins 7,5%, au Japon de 0,7% en 2019 à moins 5,2% en 2020, devrait se révéler plus douloureux que ce qui attend la Chine, qui va passer de 6 à 1,2%, ou l'Inde, qui va passer de 4 à 1,9%. Cette dégringolade devrait être suivie dans la plupart des pays par un rebond dès la seconde moitié de l'année, pense le FMI, mais à peine suffisant pour les pays avancés pour permettre à leur économie de revenir à la fin de 2021 au point où elles étaient 3 ans auparavant, c'est-à-dire au début de l'année 2019. Entre-temps, et en dépit d'une croissance mondiale de 5,8% l'an prochain et de 4,5% dans les pays avancés, la pandémie aura fait perdre à l'économie mondiale environ 9 000 milliards de dollars américains.
soit plus que les économies du Japon et de l'Allemagne réunies. Il suffirait par exemple que la bataille contre la pandémie dure 50% plus longtemps que ce qui est envisagé à la chute de la croissance cette année, qui serait donc pas de 3% mais de 6% pour le monde, et de moins 6 à moins 9 pour les pays développés. Si en plus la pandémie devait connaître une deuxième vague, la prochaine année ne se bouclerait plus par une croissance économique de 5,8% dans le monde, mais de 4,5% dans les pays avancés, et pas par la perte de 8 points de pourcentage de PIB, pour des reculs respectivement de 2,2% et 3,5% en 2021. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé la semaine dernière que la sera en baisse de 11% en 2020. Quant à la dette publique, elle atteindra 115% du PIB contre 98% avant le Covid, du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on va aborder les incidences de la loi de finances 2020 pour les collectivités territoriales. Dans la continuité de celle de 2019, la mesure phare concerne la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des redevables et la confirmation de la compensation intégrale des dégrèvements par l'État. La taxe d'habitation qui est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l'année, que ce soit leur résidence principale ou secondaire. Le gouvernement souhaitant dispenser 80% des ménages du paiement de la taxe d'habitation de leur résidence principale. Pour ce fait, la loi de finances prévoit un dégrèvement pour 2020 de 35% du montant total de la taxe d'habitation. Après, vous savez, les dégrèvements qui sont intervenus en 2018 de 30% et en 2019 de 35%. Le président de la République a indiqué que dès 2020, 80% des Français cesseront définitivement de payer la taxe d'habitation sur leur résidence principale et qu'en 2022, celle-ci ne sera plus payée par plus aucun. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé que les communes seront compensées de la suppression de la taxe d'habitation par la descente de la taxe foncière sur les propriétés bâties, aujourd'hui affectée au département, dès 2021. D'ici cette échéance, l'État compensera la perte de recettes aux collectivités par dégrèvement. Les départements seront compensés à partir de 2021 de la perte du foncier bâti par l'affectation d'une fraction de l'impôt national. Alors, nous avons reçu l'année dernière des simulations qui ont été effectuées par Bercy et qui révèlent que la mise en place de cette réforme n'impactera pas négativement les finances de la ville. Quels commentaires peut-on faire sur le fond? Depuis une dizaine d'années, il y a une recentralisation de l'État qui reprend la main en remettant en cause la logique de décentralisation par la répartition de la fiscalité, les dotations incitant aux fusions, la contractualisation pour limiter les dépenses de fonctionnement, l'évolution du cadre institutionnel. On voit de moins en moins d'autonomie stratégique et de plus en plus de gestion centralisée de fait. On peut considérer que la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle en 1999 est le point de départ du mouvement de recentralisation. Il a été suivi en 2009, 10 ans après, par la suppression de la taxe professionnelle, remplacée par la cotisation économique territoriale, puis par la suppression de la taxe d'habitation en cours. Sa disparition marquera la fin du lien entre l'habitant et le financement du service de proximité, celui-ci n'étant plus assuré que par les propriétaires. Cette perte du lien fiscal entre une commune et une partie de ses habitants, c'est transformer le citoyen en un simple résident consommateur de services publics. Cela relève un effacement progressif de la libre administration des collectivités territoriales qui deviennent de simples opérateurs de l'État et posent les bases d'une société fragmentée. Pour la commune de Bagnols, les concours financiers de l'État aux collectivités. On constate que pour la troisième année consécutive, les dotations sont maintenues, donc la ville devrait percevoir le même montant de dotation globale de fonctionnement. Vous vous rappelez également qu'en 2019, la loi de finances avait créé une dotation budgétaire
à destination des communes de 10 000 habitants et moins qui étaient situées en zone Natura 2000 et sous condition de potentiel fiscal. La loi de finances 2020 supprime cette dernière, mais va cependant plus loin en instituant une dotation de soutien se situant soit sur une zone Natura 2000, soit dans un parc national, soit dans un parc naturel marin. Cette dotation à destination des communes de moins de 10 000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen des communes, est composée de différentes fractions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il ressort que la commune est éligible et bénéficiera, puisqu'elle fait partie du parc naturel marin du golfe de Lion, automatiquement d'une partie de cette dotation, dont l'enveloppe nationale passe de 5 à 10 millions d'euros. Concernant les dispositifs de péréquation verticale, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation, et horizontale, le fameux Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, elles sont maintenues à leur niveau de 2019. Nous devrions donc percevoir le même montant de dotation de solidarité rurale que l'an dernier, puisque la ville était classée au 7329e rang sur 10 000 communes rurales de moins de 10 000 habitants. Pour le FPI, péréquation intercommunale, qui assure une redistribution des ressources des intercommunalités riches vers les intercommunalités pauvres, la communauté de communes Albert, Côte-Verneuil et Libéris a été bénéficiaire de ce dispositif en 2019, permettant à la ville de bénéficier de 118 020 € au titre de la solidarité nationale. Mais comme chaque année, on peut s'interroger sur ce qu'il adviendra en 2020, puisque l'intercommunalité occupait l'an dernier le 724e rang sur 747. En tout état de cause, la loi de finances prévoit un mécanisme de garantie spécifique en cas de perte d'éligibilité. Concrètement, pour le budget principal, en fonctionnement, pour ce qui est de l'évolution des recettes de fonctionnement, le contexte actuel de la pandémie invite les collectivités à rester très prudentes dans l'estimation de la recette. Il est raisonnable d'envisager au mieux un maintien des ressources communales en prenant comme hypothèse la stabilité des taux d'imposition, des contributions directes, une augmentation des produits fiscaux qui devrait augmenter de 1%, et une baisse des redevances d'occupation du domaine public, terrasses et horodateurs. Concernant donc les recettes d'origine fiscale, avec cette hausse des bases de 1% qui s'applique sur les bases de taxes foncières, compte tenu de la réforme fiscale directe engagée par le gouvernement, le taux de taxe d'habitation est gelé pour 2020 et restera au même niveau que celui adopté en 2019. Il est proposé que les taux de la taxe foncière ne soient pas augmentés en 2020. Concernant les dépenses de fonctionnement, vous avez pu constater, notamment concernant la masse salariale, que celle-ci n'a augmenté que de 6 000 € entre l'exercice 2018 et 2019, ce qui représente une hausse de 0,2% du jamais vu. Il est prévu une augmentation de cette masse salariale de l'ordre de 1% avec le glissement vieillesse technicité. Concernant les charges à caractère général, elles se sont élevées à 1 985 000 € et devraient connaître une augmentation suite à l'impact de la crise du coronavirus. C'est le deuxième poste au niveau des dépenses du budget de fonctionnement. Quant aux charges financières, c'est le remboursement des emprunts de la dette. On a estimé, avec notre cabinet qui suit l'encours de la dette, ce montant à environ 90 000 €. Pour ce qui est justement de l'endettement, au 1er janvier 2020, on a retracé dans un tableau le montant de l'évolution de l'endettement, qui est passé au 1er janvier 2014 de 5 194 721 € au 1er janvier 2019 à 4 607 647 € et au 1er janvier 2020 à 4 144 454 €, ce qui représente une baisse d'un peu plus de 1 million d'euros en 6 ans. Le nombre d'emprunts a diminué, ainsi que la durée résiduelle. La ville n'a mobilisé aucun emprunt sur l'exercice 2019, ce qui amène un désendettement effectif de 463 000 € et de 1 million sur la mandature. Les consultations bancaires menées en 2019 ont permis de souscrire 5 000 ports et 750 000 € sur le budget principal. Ces emprunts ne sont pas totalement utilisés à l'heure actuelle. Le taux actuariel résiduel baisse de 2,26% à 2,11% grâce à la faiblesse des taux variables et l'extinction des lignes les plus chères.
Concernant la répartition par prêteur, vous constatez qu'entre fin 2013 et fin 2019, il y a eu un élargissement du spectre, puisqu'il y a d'autres établissements bancaires, et en 6 ans, les partenariats bancaires ont été rebattus. Ils sont encore très différents après la mobilisation des enveloppes, et il y a une grande diversification, puisqu'il y a 5 prêteurs au lieu de 4, le crédit mutuel ayant intégré le circuit. Il y a une part grandissante des emprunts auprès de la banque postale, et le remplacement de la caisse d'épargne par le crédit agricole, qui est le premier prêteur de la ville. Il y a donc une diversification qui est actée, sans avoir lésé un quelconque partenaire, et la ville s'assure une ressource de liquidité pérenne. Concernant la répartition entre taux fixe et taux variable, celle-ci reste assez équivalente, avec une préférence pour le taux fixe, qui, au 31 décembre 2019, la part du taux fixe représente 62,5% de l'ensemble des encours. Cette répartition sécurise les budgets futurs et accorde une place intéressante à la performance des taux variables qui resteront bas encore cette année. Des fenêtres de fixation, nous indique notre cabinet Orfeo, pourront exister sur 2020 pour les emprunts nouveaux du port, à durée longue, pour lesquels il pourrait être opportun éventuellement de passer à taux fixe. Concernant l'extinction de la dette, l'annuité du budget principal va s'élever en dessous de 500 000 € jusqu'en 2028 pour baisser plus largement ensuite. Sur le port, l'annuité devrait doubler en 2020 et culminer à 300 000 € en 2023 avec le démarrage de l'amortissement. Les 3 prêts contiennent un différé de 2 ans. L'encours sera fin 2020 plus important que pour le budget principal. La ville bénéficie de bons ratios qui rassurent les banques. Un encours stable légèrement au-dessus de la moyenne, une légère hausse de l'annuité consécutive à 3 années de recours à l'emprunt supérieure au rythme d'amortissement, mais contenue à hauteur de la moyenne de la strate, et une épargne solide et une capacité de désendettement maintenue à 4 ans. Nous avons Gisler, qui est une cartographie qui a été mise en place par Bercy en 2010, et nous sommes situés en A1, ce qui signifie que nous n'avons aucun emprunt toxique et que la ville est dans une bonne situation financière. Après, on a noté des éléments concernant le budget du camping, les investissements portant sur l'environnement et la qualité de vie au camping durant les exercices antérieurs vont être poursuivis dans les prochaines années, avec notamment la création d'une aire de jeu et de sanitaire. Et pour le budget du port, les travaux de modernisation et de sécurisation qui ont débuté en octobre vont se poursuivre. Il est à souligner que ces 2 budgets seront certainement impactés fortement par la crise du Covid, puisqu'ils se financent essentiellement par les ressources perçues, les redevances perçues. Merci pour ce travail, c'est très clair. C'est un débat d'orientation budgétaire. Je vous écoute pour ceux qui ont des remarques. Monsieur Martin. J'ai une question à la page 8, à l'alinéa 042. Pardon? Au 42, page 8, en bas. Oui. Une question d'amortissement. En 2018, c'était 400 158. Et en 2019, il y avait un bon de pratiquement 2 millions d'euros, 1 310 491. Ça correspond à quoi exactement? À la vente du terrain du centre marin. C'était de 800 000 €. Donc en enlevant les 800 000 €, on retombe au niveau des années précédentes. Merci. Je rappelle que la vente de ces terrains sont provisionnés pour construire le chemin. Pas provisionnés pour abonder le budget communal. Oui. Plusieurs choses m'interpellent sur le budget, notamment donc, au chapitre 73, entre 2018 et 2019, Pardon, pour les impôts et taxes, une augmentation de plus de 200 000 €, donc qui correspond à 4%. Donc, comme il a été dit que les impôts n'avaient pas augmenté, je pose la question, ce que représente ces 4%. Ce sont les bases qui ont augmenté. Et comme l'inflation était importante en 2018, cette inflation s'est répercutée sur les bases en 2019, ce qui fait que les bases ont augmenté environ de 2%. Ce qui explique qu'on ait une augmentation des impôts du 73.
c'est les valeurs locatives qui sont chaque fois réajustées par les services de l'État. Je rappelle qu'on a voté aucune augmentation d'impôts. C'est pour ça que je me pose la question. Alors, je me pose la question aussi sur les produits exceptionnels qui passent de 100 € à 856 000. Donc là aussi en crédit. C'est la vente du centre de marin. C'est toujours la vente des terrains du centre de marin. D'accord. Et c'est vrai que j'ai noté donc, dans les charges de personnel, donc, qui vont augmenter entre 2010 et 2019 que de 1%, et qui augmenteront entre 2019 et 2020 de 1% aussi, par le glissement vieillesse technicité. Mais par contre, quand on fait le ratio entre 2013 et 2019 sur l'ensemble du mandat, on arrive à 13,5% d'augmentation de charges de personnel. Après, il faut comparer ça avec le total des dépenses. Ben, le total des dépenses, c'est ce qu'on verse au personnel, dans les charges de personnel. Oui, mais par rapport au total des 6 188 000 €, il faudrait vérifier le pourcentage de la masse salariale en 2013 en fonction du total des dépenses. Moi, je regarde la ligne charges de personnel et je vois une différence de 13,7%. Oui, mais il faut regarder aussi l'évolution des dépenses en même temps, du total des dépenses. Qui impacterait aussi le personnel. Mais non, mais après, vous parlez de l'évolution de la masse salariale qui augmente. Mais il faut également comparer avec le total des dépenses. Si vous voulez. Ben oui. On passe de 6,1 millions à 7,8 millions. Oui. Il doit y avoir une augmentation conséquente là aussi. J'ai pas fait le calcul. Mais Ce qui m'a interpellé, c'est les charges de personnel. l'augmentation de la masse salariale est moindre entre 2013 et 2019. Il suffit de faire la répartition en pourcentage. Si vous voulez, il faudra que vous m'expliquiez. Je n'arrive pas à le comprendre. Ben, écoutez, on a une commission des finances qui est prévue. On va faire le point sur le compte administratif, le compte de gestion et le budget prévisionnel. Donc on en parlera, si vous voulez, en détail. D'accord. Et une dernière question concernant le port. Pendant la présentation donc, du financement du port, il avait été donc il y avait deux prêts, un prêt de 4 millions sur 30 ans et un prêt de 1 million sur 20 ans. Et là, tout d'un coup, on voit apparaître un troisième prêt. Le total des emprunts, c'est 5 millions. On a emprunté 5 millions pour le port. On n'a pas emprunté plus pour l'instant de 5 millions. Deuxième pour l'instant, parce que peut-être on sera amené à emprunter un peu plus. Ça fait 5 millions. Oui, ça peut être 5 millions. Il était bien spécifié donc le total des subventions de 5 millions 100, le besoin de financement d'emprunt de 5 millions. Donc au regard de la durée d'amortissement des équipements portuaires pour une durée de 30 ans et 1 million pour une durée de 20 ans. Est-ce que ça veut dire que l'emprunt de 4 millions est séparé en deux? Ça dépend de l'amortissement, mais des prêts qui sont consentis pour 20 ans et d'autres pour 30 ans. Ça dépend des taux. 4 et 1, ça fait 5, c'est toujours le même total. Ah, mais ça, j'avais mis le calcul, il y avait un prix qui était prévu, il y en a pas un. Pardon? On peut se poser la question. La question de quoi? On peut se poser la question de ce troisième prêt. Quel troisième prêt? On a emprunté, actuellement, on a emprunté 5 millions d'euros pour le prêt. Voilà. Vous dites un prêt de 4 millions et un prêt de 1 million, ça fait 5. On n'a pas emprunté le troisième prêt. Les trois prêts contiennent un différé de 2 ans. C'est ce que vous avez mis à l'extinction de la dette au niveau du prêt. Ouais. Les trois prêts. Je demanderai, je vous dis. C'est une faute de frappe. Peut-être c'est une faute de frappe, mais on a emprunté sur 2 prêts, si ma mémoire est bien bonne, et 4 et 1, ça fait 5 ans. Oui, Et page on a un 12, différé de 2 ans, comme ça a toujours été annoncé. page 12, effectivement, il y a un souci de, je pense, d'écriture. Oui. Sur le port, l'annuité devrait doubler en 2020 et culminer à 300 KF en 2023 avec le démarrage de l'amortissement. Et dans la parenthèse, il y a marqué les 3 prêts contiennent un différé Non, mais c'est pas 3 prêts. de 2 ans. Il y a 2 prêts. De toute façon, que ce soit 3 prêts ou 2 prêts, peu importe. La somme reste la même. La somme, on va la Je même, c'est pense 5 que millions. l'erreur vient de là.
Mais ça reste 5 millions. D'ailleurs, vous l'avez en page 15, la liste des emprunts. Vous voyez bien que le total, c'est 5 millions d'euros. Il y a une demande au Crédit Agricole. Il y a 3 millions au Crédit Agricole et 2 millions à la Banque Postale. Les ratios qui sont mis au niveau de la ville, le ratio d'encours par habitant ne prend pas en compte les emprunts pour le port. Non. Et si on rajoute ça, Si on rajoute tout ça, c'est plus, mais c'est pas, ça n'impacte pas le budget communal. oui, d'accord, mais Non, enfin, non, mais ça n'impacte pas les habitants de Magnou, ça n'impacte pas le budget communal. Après que la ville soit en fonction de garantie d'emprunt sur le budget du port, oui, mais ça n'impacte pas les finances communales. et qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, le port, C'est un budget autonome, le port. comment ça fonctionne? Je veux dire, comment ça fonctionne bêtement, quoi. C'est un budget autonome qui doit se suffire à lui-même et rembourser ses emprunts. Donc peut-être qu'à titre exceptionnel, la ville peut abonder, et encore, à vérifier, mais le port doit se suffire à lui-même. Donc s'il il faut augmenter le prix des places. Question qui a à voir avec le port, mais pas à voir avec le job. J'ai lu dans l'Indépendant, je crois, que Bagnols-sur-Mer n'avait pas été bénéficié du classement en catastrophe naturelle, mais il y avait une ligne comme quoi c'était pas... il y avait peut-être d'autres choses qui viendraient au niveau des problèmes au niveau de la mer. Est-ce que Bagnols avait fait cette demande de classement en catastrophe naturelle pour le port et on en est où? Bien sûr, il y a eu des fonds de solidarité qui ont été mis en place par le préfet, par la région et par le département suite à la catastrophe naturelle et à la tempête Gloria. On a bien entendu fait un dossier de demande d'indemnisation. Ce dossier, on est allé le plaider avec Divino justement lors de cette commission de fonds de solidarité. Actuellement, il est à l'étude, parce que c'est des dossiers très complexes, on n'est pas seul, il y a Cervera, il y a Argelès, il y a de mémoire Barcarès, il va y avoir Cécipé, etc., etc. Ça concerne pour nous de l'endiguement et des travaux qui ont été détruits alors qu'ils étaient en construction. Pour d'autres, c'est des ports qui sont pleins de roseaux, etc. D'autres, c'est de l'ensablement. Et donc, tous ces dossiers ont été plaidés dans ces fonds de solidarité. Le préfet, à l'époque, parce que c'était avant le Covid, a fait remonter le dossier à Paris. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, nous n'avons pas été classés en catastrophe naturelle, en tout cas ce qui concerne la tempête Gloria. Simplement une partie des terres agricoles dans la Salanque ont été classées en catastrophe naturelle, et pas tout, une seule partie. Pour l'instant, on a un dossier, encore la semaine dernière, on échangeait avec l'entreprise de Vinci, et surtout on avait encore des demandes de renseignements, parce que ce dossier va être étudié par les services, et tout ne sera pas pris en compte. Aujourd'hui, il y a 75 communes qui vont en bénéficier sur 200 000 filles dans les clos. Pardon? Il y a 75 communes qui vont en bénéficier De quoi? du fonds. Oui, mais certainement qu'on dit qu'on y est dedans. Après, à quelle hauteur? Parce que à quelle hauteur, on ne sait pas, mais comme on a traversé une période d'argent facile où on gagnait au loto chaque fois qu'on regardait la télévision, les annonces, les effets d'annonce sont ce qu'ils sont, la réalité c'est autre chose. Moi je suis persuadé, avec tout le respect que j'ai pour le service de l'État, que le Covid impactera les fonds débloqués parce que les fonds ne sont pas là et que l'État, quoi qu'on en passe, a été présent et a engagé beaucoup de millions, non, de milliards d'euros. Donc quelque part indirectement, on aura quelque chose, je pense, mais indirectement ça nous impactera. Combien? Je ne sais pas. Et croyez-moi que je suis en contact permanent avec la préfecture par rapport à ça. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas trancher et on ne sait pas.
Donc, puisque vous avez parlé de l'endettement par habitant, je voudrais rappeler que l'endettement par habitant est le même que 2008, à quelques euros près, malgré un mandat qui a été plein, sur lequel on a fait beaucoup d'investissements. Que les emprunts à taux variable sont des emprunts capés, c'est-à-dire qu'il y a une limite qui fait que ces emprunts ne peuvent pas devenir toxiques ou ne peuvent pas s'emballer en fonction de s'il y avait un redémarrage de l'inflation. Pour revenir sur la demande d'explication de M. Pescador, donc au sujet des ratios, je vous ferai grâce du calcul mathématique. La seule chose que je peux vous affirmer, c'est que nous avons été très prudents dans ce mandat. Nous avons renouvelé certains postes, pas tous, ce qui fait que nous avons maintenu notre masse salariale, puisque avoir une masse salariale qui augmente entre 2018 et 2019 de 0,2%, ça veut dire que quelque part on a fait des économies, non pas sur le personnel, mais on a fait des économies en se restructurant, en se réorganisant et en ne remplaçant pas tous les postes. Donc on rediscutera de vos 13%, etc., de vos calculs, savant que pour l'instant j'ai du mal à suivre, mais la vérité, c'est que la masse salariale a baissé, en tout cas n'a pas augmenté, et quand elle augmente, les 1%, si on avait remplacé les postes, on serait largement au-dessus de ça. Ce sont des contraintes qui nous ont été imposées, je le rappelle, par les précédents gouvernements qui ont voulu que les communes et que les collectivités participent à l'effort du remboursement de la dette. Et je rappelle que entre 2014 et 2019, nous avons perdu pratiquement 500 000 euros, 400 et quelques mille euros de dotation de fonctionnement. Nous avions 1,2 million de dotation de fonctionnement. On a un peu plus de 800 000 euros de dotation de fonctionnement. Donc ces 400 000 euros, c'est presque un tiers du budget de fonctionnement qu'il a fallu faire face. Donc par rapport à la... J'ai entendu beaucoup de choses sur l'état des finances de la commune. Les classements sont bons. La commune n'est pas endettée. Elle a un endettement raisonnable. Elle a investi. Elle a investi durant ce mandat. Donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec les investissements qu'on a faits, mais ils ont été faits. On a certes un budget qui va exploser, ou en tout cas qui va fortement augmenter par rapport à l'endettement, c'est le budget du port. Et je rappelle que le port a été conçu pour être un budget autonome et que normalement, il ne doit pas impacter le budget communal. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans la dette de la commune de Vaillant-sur-Mer. Ça n'empêche que c'est la commune qui gère le port, et bien heureusement, le port, ça a été un choix. Et ça a été un choix réfléchi et collectif, parce que si on avait confié ce port à une SEM ou à une autre société, nous n'en aurions plus la maîtrise et les choses se passeraient différemment. Donc merci à l'ensemble des personnels qui ont avec nous géré ce budget. Merci aux techniciens, merci à Hervé Toiron qui n'est pas là, merci à M. Souvir et à toutes ces équipes qui nous ont permis de tenir la barre et d'avoir... Ah, vous avez fait le calcul, répondez. Donc la part de la masse salariale est passée de 52,48% en 2013 du total masse à 47,23% en 2019. Voilà, passé de 52,48 à 47,23, ça fait donc 5 points de moins. C'est bon. Après, faisons grâce à nos amis qui suivent un conseil municipal de rentrer trop dans le technique. La commission des finances est fait pour ça. Mais je rappelle, et je réinsiste là-dessus, on a été excessivement prudent après une période avant nous où il y a eu des embauches relativement nombreuses
de jeunes personnels. C'est une chance pour une ville, mais nous avons un effectif relativement jeune dans nos personnels, peu de départs à la retraite, et donc nous avons dû être absolument vigilants par rapport au recrutement. Nous avons recruté, oui, mais nous avons recruté, non pas poste par poste, mais nous avons recruté en fonction des besoins de la ville, quand on avait besoin de technicité. Voilà. Moi, je le dis et je le redis, les finances de la ville sont saines, l'endettement est faible, le classement est bon, donc pour moi, pour l'instant, tout va bien. Et donc, est-ce que d'autres personnes veulent rajouter quelque chose sur le débat? Non, donc il n'y a pas de vote. Donc, on va passer au point 4, c'est la fixation des taux de l'imposition 2020. Allez-y. Monsieur le maire propose de fixer les taux d'imposition locaux 2020 identiques à ceux de 2019, foncier bâti 28,38 et non bâti 43,50%. C'est les mêmes taux qu'on vote depuis 6 ans maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Point 5, c'est l'indemnité de fonction des élus et détermination des taux. Il est proposé au conseil municipal de reconduire les taux qui étaient en vigueur lors du précédent mandat. Question? Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Oui, si. Dans le tableau de 2014, il y avait une majoration de 50% de stations balnéaires, et là, il n'y est pas. On vote les mêmes taux qu'en 2014. Oui. Et en 2014, les taux n'ont pas été majorés. En 2014, nous avons voté les mêmes taux qui ont été majorés à l'époque ou réactualisés, je préfère ça, réactualisés durant le mandat de 2001 à 2008. Et donc ça fait 18 ans que nous votons les mêmes taux. Une station balnéaire, Je ne mets pas en question les taux, c'est qu'en 2014, il y avait une autre Possibilité qui est Voilà. donnée aux élus de majorer, mais cette majoration n'a jamais été appliquée sur Banyuls. D'accord. Ok. Et je rappelle que la commune a vu son classement de passer de 10-20 à 20 carats. Donc la commune a grandi, s'est développée et demande de plus en plus. Donc je reviens. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Le point 6, c'est versement des subventions au Office du tourisme avant le vote du budget. La convention d'objectifs et de moyens passée entre la ville et l'Office prévoyait le versement par la commune d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 145 000 € sur l'exercice 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, la date limite du vote des budgets a été reportée au 31 juillet. Afin de pallier au manque de trésorerie dû à la baisse des recettes et notamment des taxes de séjour, le directeur de l'Office a sollicité le versement de la moitié de l'aide accordée avant le vote du budget primitif. Vu la demande formulée par monsieur le directeur, Mascugnano Antoine, et compte tenu du contexte exceptionnel, il est proposé au municipal d'autoriser le paiement de la moitié de l'aide accordée, à savoir 72 500 € avant le vote du budget primitif. L'autre moitié sera versée après son approbation. Il est précisé que cette dépense sera imputée au chapitre 65 737. Des questions? Des remarques? Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 7, c'est surveillance des plages durant la saison estivale 2020. Convention annexe 1. Afin d'organiser la surveillance des baignades et des activités nautiques durant la saison estivale 2020 sur les plages de la commune, il y a lieu d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir entre la commune et le SDIS comme chaque année. Des remarques? Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Alors le point 8 et le point 9, finalement, je vous les ai déjà fait voter avant. Si vous voulez, on peut recommencer à les voter, mais c'est les commissions d'appel d'offres et la DSP. Je suppose que c'est entériné pour tout le monde. Donc on va passer au point 10. Point 10, c'est... Alors, point 10, c'est Centre d'action sociale, CCAS, fixation du nombre des membres désignés par le conseil municipal et chargés de siéger au conseil d'administration. Oui, il s'agit donc du nombre d'administrateurs qui est de 16. La moitié de ces administrateurs sont des élus et l'autre moitié des personnes de la société civile. Donc, il est proposé au conseil municipal
d'entériner cette répartition. C'est la même chose que sur le dernier mandat. Il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Et le Centre communal d'action sociale CCS, élection des 8 représentants du conseil municipal devant siéger au conseil d'administration. Alors j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs, mais puisqu'on était dans la lancée des commissions, donc je vous les fais voter aussi. Est-ce que vous voulez revenir sur le vote? Est-ce que ça vous convient? Bon, ben c'est parfait. Je vois que tout le monde a le sourire, tant mieux. Point 12, c'est l'EPIC. Donc élection des représentants de l'UCG, on est dans la même configuration. Puisque je vous l'ai fait voter, je rappelle, juste parce qu'on a souhaité concentrer les commissions et travailler, et pas faire de la réunion unique pour faire de la réunion unique. Donc pour les affaires sociales, on a voté la commission affaires sociales qui est celle du CCS. Et pour l'office du tourisme, je vous ai proposé une liste de 2 personnes du conseil municipal que je vous ai déjà lues, sur lesquelles on s'est déjà prononcé. Ça convient à tout le monde. Donc je vous remercie. Le point 13 est à l'association USAP, prendre soin de la personne en Côte-Vermeille et Val-Espire. Désignation du représentant du conseil municipal devant y siéger. C'est moi là, oui. Vous avez la liste où? Je rappelle que c'est un fait, c'est comme ceci, malgré qu'on soit beaucoup investi avec tout ça et qu'on y travaille beaucoup, la voix du représentant de la commune, comme celle des autres communes, n'est que consultative, y compris celle du conseil départemental. Donc si vous voulez bien, moi je suis candidat à ce poste-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie pour moi. Ensuite, maison de retraite Paul Retsch. Donc, étant président du conseil d'administration, nous devons désigner deux membres. Donc, je propose Anne Morin et Bernard Pêche. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je voudrais expliquer. Pardon? Ça me pose une question. Ça pose une question, c'est pas du tout par rapport aux personnes, hein, c'est pas ça du tout. C'est que le médecin coordinateur de Paul Retsch va être l'employé d'une personne qui sera élue au conseil d'administration de Paul Retsch. Et ça me gêne beaucoup. Je crains un conflit d'intérêts. Pourquoi vous pensez qu'il va facturer les choses indues Non, j'ai dit que ce n'était pas une question. Non, j'ai dit que ce n'était pas une question de personne. Ça me pose problème. Enfin voilà, ça me pose problème. Moi, ça me pas, parce que on a souhaité qu'Anne Morin, qui a la charge de première adjointe, de s'occuper de la vie sociale et le vivre ensemble dans la commune, dans cette délégation sur laquelle je lui ai confié, et Marie-Jo Graza, qui a la délégation du CCAS, sur laquelle j'espère qu'elle soit brillamment élue présidente. Donc moi je ne vois pas de conflit d'intérêt du tout, alors pas du tout dans le fait qu'Anne Morin, première adjointe, vienne avec moi travailler sur la maison de retraite Paul Retsch. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une remarque? Je le mets au voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci pour elles. Alors, ensuite, syndicat, le SIDEL, donc syndicat départemental d'électricité, dont il y a, si je comprends bien, il y a un délégué et un suppléant, dont le délégué étant Pêche Bernard et le suppléant étant Vivino. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? S'abstiennent? Vous êtes d'accord? Merci pour eux. Association des ports de plaisance du Languedoc. Roussillon. Alors, je propose comme titulaire Divino, comme suppléant Soleil Michel. Un titulaire. Alors, Assemblée Générale et Conseil d'administration. Donc, c'est les deux mêmes titulaires et suppléants. Donc, Divino étant le titulaire et moi je serai son suppléant.
Non, j'ai dit des bêtises. Dans les deux titulaires, il y a Divino et Jean-Michel Solaire, et suppléant étant Petit Gérard et Diaz Marie-Jo. Et la même chose dans le conseil d'administration, l'Assemblée générale. Je redis parce que j'ai un peu cafouillé, non? Vous m'avez suivi? Non. Alors, l'association des ports de plaisance en un autre sujet suivent plus que vous quand même. Donc, dans l'Assemblée générale et la conseil d'administration, il y a deux titulaires, donc c'est Guy Binot et Jean-Michel Solaire, dans les deux conseils ou l'Assemblée, et les deux suppléants sont Petit Gérard et Diaz Marie-Jo. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Ensuite, Société publique locale Perpignan Méditerranée, c'est le bureau d'études qui est affilié, qui est une émanence de Perpignan, avec qui nous avons travaillé notamment sur la cantine municipale. Et donc, je propose comme titulaire, c'est un titulaire et suppléant, Guy Vinot et Bernard Pêche. Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. L'association des communes maritimes et Languedoc-Roussillon, donc Guy Vinot étant proposé pour être le titulaire, et moi sont mercenaires de suppléants. Donc si vous n'êtes d'accord, on dira tous les deux. Personne qui sont contre, qui s'abstiennent, je vous remercie. Union scolaire d'intérêt, c'est 10. Hein, voilà. Donc, je vous propose deux personnes, Valenzuela Aurore et Canovas Evelyne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie pour elles. Ensuite, l'association Manoulenque d'action sociale, là-bas, c'est... Non, il y a le parc marin d'abord. Le parc marin, je n'ai pas là. J'en profite pour dire qu'on s'était présenté à plein de trucs, hein, mais apparemment on ne veut pas qu'on travaille pour la ville de Bagnols. Je veux bien. Je vous verrai à l'œuvre dans les commissions. Je vous ai mis à deux dans chaque commission. Donc, Oui, mais quand même. je veux bien que vous travaillez avec moi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous devez représenter la ville? Pour l'instant, non. Alors, ensuite, dans le parc marin, c'est Guy Vinot et Jean-Michel Solé. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. L'association Bagnolenque d'action sociale, c'est la BAS, donc c'est la maison de retraite Vincent Azéma, y étant moi-même présent à titre de membre fondateur, en dehors du conseil municipal, que je propose Graza Marie-José. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent, qui sont contre? Je vous remercie. Est-ce qu'on a fini? Ensuite. C'est en approbation du règlement d'attribution des aides de l'OPH. Côte-Vermeille Libéris, compétente en matière de politique du logement et du cadre de vie, s'est dotée d'un programme local de l'habitat, un PLH, qui fixe les orientations du territoire en matière d'habitat. Celui-ci prévoit d'impulser le réinvestissement et le renouvellement du parc ancien. C'est dans ce cadre qu'une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, associant la communauté de communes aux 15 communes membres, octroie des subventions. Une OPA se caractérise par l'instauration d'un dispositif d'incitation ouvert aux propriétaires privés visant la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat, ainsi que par la volonté des pouvoirs publics d'intervenir pour favoriser le réinvestissement des centres-villes. La convention de programme a notamment pour orientation stratégique de requalifier les centres anciens des communes, de produire une offre de résidence principale diversifiée, d'anticiper et répondre aux besoins des personnes en perte d'autonomie, de prévenir et traiter la dégradation du parc de copropriété. Dans l'optique de répondre à ces enjeux, l'ensemble des partenaires octroient des subventions pour la réalisation de certains travaux. Il est précisé que le dispositif incitatif d'aide mis en place par la communauté de communes et les communes membres abonde les aides ou primes de l'ANA, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, octroie des primes en complément des aides de l'ANA aux propriétaires occupants
en cas d'accession, suite à l'octroi des subventions au cas par cas pour des travaux non recevables auprès de l'ANA, dans le cas où le projet est jugé prioritaire par la commission d'attribution au regard des enjeux d'amélioration de l'habitat sur le territoire communautaire. Afin de définir les modalités d'attribution des aides, un règlement d'attribution est nécessaire. Il fixe les conditions de recevabilité du dossier, le mode de calcul des aides, les modalités d'attribution et les dispositions diverses. Par délibération du 6 mars 2020, le Conseil communautaire a approuvé ce règlement qui est annexé document numéro 2 des actions membres de l'Assemblée d'approuver le règlement d'attribution des aides octroyées dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que j'ai des commentaires? Non? Juste un petit commentaire, c'est au niveau des cartes, puisque Bayous bénéficie de ces aides sur deux zones qui sont le Cap-Doun et le Puy-d'Elmas. S'il pouvait y avoir de plan, parce que le plan qui est joué est illisible. C'est sur vous, il n'y a pas de souci. Ce sont les mêmes zones que l'opération de rénovation des façades. Donc je rappelle que c'est une excellente opération qui est menée par la communauté des communes, qui a pour but de reconquête des centres anciens et la rénovation de logements anciens est dit et souvent indigne. C'est la rénovation et l'adaptation de logements pour des personnes en mobilité réduite et des personnes handicapées. C'est la rénovation qui permet aussi de lutter contre la précarité énergétique aux personnes de s'équiper d'appareils pour se chauffer, pour se rafraîchir de manière à avoir des logements confortables. C'est la possibilité de pouvoir avoir des primes pour les primo-accédants. Et ceci est fait dans un cadre relativement restreint et encadré que vous avez en annexe. Je vous passerai, je vous invite à le lire parce que c'est très intéressant, c'est très bien fait. En sachant que ce sont des financements dans la communauté des communes, régions et départements, en sachant que la commune y abonde sur une première enveloppe de 24 000 € qui est inscrite bien entendu au budget. Il faut qu'on arrive à le booster davantage. Moi j'aimerais que la dépense soit plus importante parce que ça veut dire qu'on rénove mieux Bagnous, qu'on permet à des gens la reconquête des centres entiers. J'aimerais qu'à terme cette opération, ça sera le cas, je suis persuadé, parce qu'il y a des ouvertures, puisse s'adresser à la rénovation aussi de commerce pour maintenir la vie dans les centres anciens, parce que si on maintient la population, il faut qu'on arrive à y maintenir les activités et que ces personnes puissent s'approvisionner dans les centres anciens. Voilà. Donc le seul chose que je peux regretter, c'est que les sommes ne sont pas consommées pour l'instant. Il faut qu'on arrive sur le niveau municipal, il faut qu'on arrive à faire une communication beaucoup plus pertinente, de manière à ce que les gens accèdent à ça. C'est nouveau, donc ça fait que 2 ans. Sur l'opération façade, on a pas mal de personnes de rénover leur façade, de rénover la maison. C'est pour le bonheur de tout le monde. Donc j'espère que tout le monde sera d'accord, oui. Vous avez fait une demande sur Bourg-Centre. Pardon? Vous avez fait une demande sur Centre-Bourg ou Bourg-Centre pour la rénovation des centres-villes dont je parlais Oui. dernière. Pour savoir où ça en était. Ça c'est pas ça. Hein. Non, ça c'est en plus. On en parlera. Alors monsieur, pour souvenir monsieur, on en parlera au prochain conseil, mais je peux aussi vous en parler maintenant. Donc nous avons monté un dossier Bourg-Centre. En gros, les dossiers Bourg-Centre étaient éligibles les communes de moins de 1500 habitants, et la région a décidé de 10 000 habitants, même plus, 15 000 habitants, on n'en peut plus trop du nombre d'habitants. Et donc nous avons candidaté, nous avons monté un dossier Bourg-Centre parce que Bagnous est une ville qui, à un moment, par sa centralité, par ses équipements, parce qu'elle a un gymnase, parce qu'elle a une MSAP, maison de service, maison France de service, parce qu'elle a des équipements, parce qu'elle a des cabinets médicaux, parce qu'elle a des pharmacies, parce qu'elle a des parkings, parce qu'elle a un stade, parce qu'elle a un city-stade, parce qu'elle a bientôt une médiathèque, parce qu'elle a un gymnase, parce qu'elle a tout un tas d'équipements qui rayonnent et qui ne servent pas qu'à la population de Bagnous. Donc la centralité de la ville a été un comité de pilotage avec donc Antoine André, qui est un ancien préfet, qui était président du pays, avec Gilles Clopé qui parlait au nom de la région, Michel Moni pour le département, qui sait qu'il y avait encore, je crois que c'est tout, non, les techniciens, moi-même
quelques élus, et nous avons plaidé ce dossier, et je pense que ce dossier sera reçu. Et par rapport à ce dossier, je tiens à féliciter les services, et M. Possoudet aussi, parce que c'est un dossier qui a été monté sans un bureau d'études. On l'a fait nous-mêmes, et c'est un dossier qu'on ressent tous, parce qu'il correspond en totalité à notre projet de territoire. Ça nous permettra d'accéder à des subventions et à des aides pour rénover des quartiers. Je vais prendre 2 secondes pour expliquer, parce que je ne veux pas qu'il y ait confusion par rapport à ça. On est en train de monter un dossier SPR, site patrimonial remarquable, parce que nous avons été élus. C'est une chance pour Bagnous, à travers Collioure et Côte-Vermeille, le grand site d'Occitanie. Et les grands sites d'Occitanie, ça va concerner davantage le côté patrimonial, le côté culturel, le côté touristique de ces grands sites, qui est mis en avant par la région. Et donc ce sont une quarantaine, une cinquantaine de grands sites dans la région Occitanie qui vont recevoir des coups de projecteur, d'abord pour être mis en avant sur un développement touristique, mais aussi qui vont bénéficier de subventions relativement importantes pour la rénovation. Donc, le SPR qu'on est en train de monter maintenant, sur lequel on travaille, et je pense qu'on arrivera, je suis persuadé qu'on arrivera, nous permettra, par exemple, de rénover des quartiers comme le Puy-d'Elmas, le Cap-Doune, parce qu'on s'adresse à des quartiers historiques, quartiers de pêcheurs, et quartiers emblématiques, et le bourg-centre nous permettra, parce que sur les SPR, c'est un peu comme la rénovation des appartements, des maisons, c'est sur un périmètre bien déterminé. Et le bourg-centre nous permettra d'abonder nous permet, puisque je pense qu'on sera élu, nous permet d'abonder sur des secteurs qui ne sont pas dans les périmètres du SPR, et aussi de pouvoir continuer la rénovation, l'embellissement et l'attractivité de la ville à travers des aides, notamment de la région. Voilà. Ce sont des contrats qui vont se passer par rapport à ça. On a mis 3 contrats. Je vous dis tout maintenant, je pourrais vous dire après, mais tant pis. Il y a trois priorités qui ont été mises en avant sur cette présentation. Je le fais de mémoire, sans note, c'est le centre marin avec la construction du chenal, parce que c'est un projet fondamental pour le développement de la ville et pour le maintien de l'emploi des 2 maisons de retraite et d'une partie du centre marin. Il y a le développement durable avec la Baillerie. Je rappelle qu'on a la revégétalisation de la Baillerie. Et ensuite, oui, c'est ça. Ensuite, il y a le lieu social et le projet de la médiathèque. Et on a mis, puisque le projet de la médiathèque sera porté par la communauté des communes, puisque le dernier conseil municipal a voté le transfert de la lecture publique à la communauté des communes. Mais notre ambition, c'est de rénover enfin cet immeuble Vartisol, et donc, à travers ce projet bourg-centre, s'il est accepté, on pourra le phaser et avoir des subventions. Voilà, j'étais un peu complet, un peu trop long. Qui veulent intervenir, qui s'abstiennent, qui sont contre. Je vous remercie. Ensuite, le dernier point, c'est approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'OPA. C'est en annexe 3. La convention de programme de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat intercommunal de décembre 2019 à novembre 2022 associe la communauté de communes aux 15 communes membres, l'ANA, le département et Action Logement et la région. Action Logement, c'est l'ancien 1% logement. L'OPA s'applique au périmètre prédéfini des communes membres. Elle concerne tous les logements éligibles au dispositif d'aide de l'ANA. L'OPA s'inscrit dans une des orientations du PLH, Programme local de l'habitat, visant à impulser le réinvestissement et le renouvellement ancien. Les objectifs généraux sont accompagner la réhabilitation du parc ancien, lutter contre la précarité énergétique, répondre aux besoins des ménages modestes, favoriser la ville de proximité. Il s'agit d'une politique ambitieuse et partenariale d'aide aux particuliers, une véritable implication de la commune dans son évolution. Par délibération
du 12 décembre 2019, la ville a autorisé Monsieur le maire à signer cette convention. Depuis, la communauté de communes a transmis un avenant qui a pour objet la prise en compte du nouveau barème de subvention du conseil départemental pour les travaux de réhabilitation et d'amélioration de l'habitat, d'apporter son contenu de la convention et d'intégrer les nouvelles aides d'Action Logement. À ce stade, il appartient aux membres du conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces administratives relatives à ce dossier. Question, c'est le même sujet. Qu'on vient d'aborder. Je suppose que tout le monde sera d'accord. Je regrette juste, quand on fait on lit dans la convention, dans l'avenant à la convention, qu'il y a 46 243 logements sur l'intégralité du territoire. Et en fait, jusqu'en fin 2022, il n'y en a que 491, une opération comme ça, donc ça fait à peine. Il n'y a personne qui est contre, je suppose, qui s'abstient. Je vous remercie. Questions diverses. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez aborder? J'ai oublié. De vous demander au sujet de la commission des impôts, elle repart comme l'an dernier. Oui. Alors on en parlera au prochain conseil. Je ne veux pas tout vous dire maintenant. Parce que sinon, on va le faire le prochain conseil. Quand même. Il faut qu'on le fasse un peu. Mais on va refaire le même système. Après, il y a des noms qui changeront parce que les personnes qui ne souhaitent pas. Voilà. C'est une commission qui reste très ouverte. Je vous écoute. Moi, j'aurais 3 questions. Je vais donner les 3 questions en pack, après c'est à vous de les développer. Non, on peut faire l'une après l'autre. Ouais. C'est le problème lié au stockage des boues. Sur le parking Mayol. Je vous avais interpellé là-dessus, j'ai reçu un courrier explicatif. Je pense que ce courrier n'allait pas au bout du bout des choses. Tout simplement parce qu'en fait, comme je vous ai dit dans ma réponse, quand on fait une analyse qui était donc même pas là où on était prélevé les échantillons, quand on analyse finalement aussi que certaines choses, vous avez analysé donc, la présence de chlorure, donc de sel dans ces bouts-là et l'écharpe, le deuxième point que vous avez analysé. Mais il n'y avait pas d'analyse comme le disait le journal sur internet, Lougade, des métaux lourds, et je rajouterai peut-être les microparticules de plastique. Je trouve qu'il y a peut-être à analyser un petit peu plus ce problème du stockage qui a été fait, donc décidé par quelqu'un, et donc où il faudrait pour être précis, il faudrait éventuellement avoir le nom des personnes qui ont décidé de ce stockage, vous étant le maître d'ouvrage de ce chantier. Très bien. Je vais laisser Guy amener des éléments, et après je ferai quelques commentaires aussi. Donc, sur l'extrait.
sur le fait d'avoir extrait ces matériaux. On avait donc des entreprises qui travaillaient le long du quai Georges Petit. Il s'est avéré qu'il y avait une poche de matériaux entre guillemets vaseux, qu'on peut appeler des sables vaseux, c'est le terme, parce qu'on a 60% de sable qui crée la vase. Ces matériaux, donc, ils étaient impropres à poser les ouvrages que l'entreprise devait réaliser dessus. Donc, on a pris la décision de purger, et comme il n'y avait pas de camion disponible, la commune ayant un parc suffisamment conséquent, on a décidé de le faire en régie. Donc, on a loué une pelle et on a extrait ces matériaux, environ 80 mètres cubes, de l'endroit le long du quai Georges Petit. Je suis donc renseigné sur le dossier d'études d'impact du port. On avait réalisé des analyses en 2016. Donc il y a eu des analyses granulométriques, il y a des analyses physico-chimiques qui ont été faites sur plusieurs stations dans le port et à l'extérieur du port pour permettre de mettre les mesures en face pour la protection des herbiers, etc. en cas de transit sédimentaire. Cette analyse donc, que j'avais regardée avant d'emmener les matériaux que l'on devait d'ailleurs déposer sur les vols carénage, mais les travaux d'enrochement, les stocks d'enrochement ne le permettant pas, on a décidé de l'emmener, puisque c'est des matériaux en attente, on a décidé d'emmener sur le parking du musée Mayol, sachant qu'en plus c'est des matériaux qui ont 70% de teneur en eau, donc ils ne sont pas transportables très loin, sinon on met de la boue partout. Donc, voilà. Donc on les a emmenés là-bas, ne pouvant pas les stocker sur l'aire de carénage parce qu'il y avait des enrochements, on n'a pas pu les stocker sur place. Moi j'étais confiant puisque j'ai regardé ces analyses, je les ai là sous les yeux. Je regarde, là c'est de l'analyse physico-chimique, on a tous les métaux lourds, on a le cuivre, l'arsenic, le cadmium, etc. On a même les hydrocarbures, c'est des analyses complètes. Et sur les stations qui se trouvent à proximité du lieu de prélèvement, on n'a rien du tout, parce qu'il y a deux seuils qui sont identifiés, des seuils de contamination, et là on est en vert, on n'a rien du tout. Donc voilà, j'étais plutôt confiant sur la teneur de ces matériaux, et c'est pour ça que j'ai dit à Rémi, je le prends pour moi, je lui ai dit on peut les déposer, les laisser essorer, et on les reprendra par la suite, ou en utilisation en fouille sur le port, ou bien on les évacuera. Ça s'est fait relativement vite parce que l'entreprise avait besoin de travailler, et comme vu les retards qu'on a pris, voilà, on a voulu réagir. Et bon. Après, c'est sûr que ces matériaux, en général, quand on stocke des matériaux de ce type, on fait un cordon. Voilà, et bon, apparemment, le cordon n'a peut-être pas été fait suffisamment haut. Là, il y a eu un épandage un peu sur la plateforme du musée Mayol, qui n'a pas eu de conséquences très importantes. Bon, pour moi, il y a eu un peu de ruissellement, effectivement. C'est pour ça que derrière, on a voulu, d'une part, déjà, on a fait évacuer, puisque ça prenait une ampleur assez conséquente sur les réseaux, etc., dans les médias. Ils sont restés 6 jours sur place, ces matériaux. Donc on les a évacués à la REMAP, donc à Brouillat, qui est un centre de traitement de ces matériaux. Donc, voilà, ça nous a coûté 4 000 €, mais bon, s'ils avaient ressuyé, parce que là on a payé de l'eau avec, tant pis, ça aurait coûté moins cher, mais bon. Et on a fait faire aussi, puisqu'on avait des craintes, certains se posaient la question sur le captage du Vallogé pour la fourniture d'eau potable, on a demandé à la communauté de communes, donc M. Vigne, d'effectuer des analyses complémentaires, puisque sur la toxicité, pour moi, c'était correct, il n'y avait pas de toxicité. Et lui a fait des analyses donc, au droit du lieu de dépôt, dans l'eau de la Laïorie, et au niveau du captage du Vallogé, pour mesurer effectivement le taux de chlorure et aussi la potabilité de l'eau dans le captage. Donc ils n'ont rien trouvé non plus, donc voilà, c'était plutôt rassurant. Mais c'est vrai qu'on a fait une petite bêtise, mais voilà. Dorénavant, ça ne se reproduira jamais, je le préfère. Juste pour compléter, en fait, si vous voulez, on conçoit, et ça a toujours été utilisé comme tel, que le parole serve à des dépôts de déchets inertes. Quand on arrache du goudron ou quand on casse du béton, ça peut éventuellement être stocké là-bas.
Maintenant, il est certain que là, on n'était pas dans le cadre de déchets binaires. Que quand vous parlez de l'impact sur le captage du paillouger, je ne pense pas que la nappe phréatique se recharge comme une citerne. C'est un long chemin d'infiltration de l'eau à travers la terre qui permet d'arriver à ça. Donc, les prélèvements qui ont été effectués quelques heures, quelques jours après n'ont aucune valeur au regard de ce que peut avoir été contaminé la nappe phréatique, même si je sais que la nappe phréatique du paillouger n'intervient pas dans l'eau potable intervient dans une intime proportion. Je me dis que derrière tout ça, il y a toujours ce problème de pollution aux matières plastiques et aux métaux lourds, puisqu'on ne peut pas considérer les analyses qui ont servi à cette décision, les analyses qui dataient il y a 4 ans, qui n'étaient même pas à lieu et place de là où vous avez retiré les bouts. Donc il y avait peut-être nécessité de faire des analyses des bouts qui avaient été stockés directement sur le parking majeur. Et là, vos explications me conviennent aussi. Alors, moi, je vais en rajouter un peu. Je vais en rajouter en disant que Louliade connaît très bien Luc Voltaire, c'est même un ami, des jeunes souvent ensemble, qui un peu à sensation. Et dès qu'on lui écrit, qu'on met des bouts, etc., on y trouve toujours des métaux lourds, etc., etc. Ça fait pas vendre du papier, mais ça ramène des gens qui viennent écouter ces parutions. Elles ne sont pas fondées. Qu'on ne doive pas stocker des sédiments plutôt que des boues. À cet endroit, je le conviens. Je pense qu'il ne faut pas le faire. Ça a été fait. On ne va pas prendre haut et court les personnes qui ont conduit les camions, mais c'est comme ça. On assume, j'assume moi ma part de responsabilité. Quand j'ai fait faire les analyses de l'eau, j'ai tellement entendu de commentaires que la rivière coulait bleue, qu'on est en train de tuer la faune et la flore dans la Baïorie, que je suis allé voir quand même. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas trouver toutes les grenouilles mortes, plus rien là-bas. Non, l'eau était claire, j'ai fait des photos, et j'ai demandé à Jacqueline de venir analyser l'eau. Non pas pour le captage du Baïougé, mais pour savoir si l'eau était déjà polluée, puisqu'on a fait une analyse au droit de là où sont écoutés les boues ou les sédiments, et j'ai demandé de refaire la même analyse au-dessus du captage Baïougé. Ça n'a pas de valeur par rapport à la nappe phréatique. Voilà. Donc il n'y a rien du tout au niveau pollution dans la Baïorie. Je répète, c'est un fâcheux incident qu'on n'aurait pas dû faire, je le reconnais aisément. Je pense même, je pense pas même, on est en train de rechercher, j'ai missionné Rémi Tinterrain ailleurs que là-bas, parce que finalement, il est à la vue de tout le monde, mais ce n'est pas le grave que les gens sachent, hein, parce qu'on est clair dans nos explications, mais c'est peut-être pas le meilleur endroit pour stocker, puisque même maintenant on a des roseaux qui sont stockés là-bas, et on a de la difficulté de Bagnoul, c'est qu'on a un territoire très accidenté, qu'il faut une plateforme relativement grande et qui puisse être accessible avec des engins lourds, avec des 6x4 et qui puissent manœuvrer. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution. Dès qu'on en aura une, on ne stockera plus rien du tout là-bas et on réaménagera ce terrain. Et pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Quand on stocke, il y a actuellement des roseaux qui sont stockés dessus. C'est les roseaux qu'on a ramassés sur la plage. On doit les stocker là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne nous les accepte pas dans les déchetteries pour les réhabiliter. Il faut qu'on les stocke et après qu'on les secoue avec une pelle mécanique pour enlever le sable et pour qu'on puisse nous les accepter. Il nous faut absolument dans un endroit où on puisse le faire. Voilà. Donc c'est tout simplement un épiphénomène regrettable, mais qui ne justifiait pas un emballement comme ça des réseaux sociaux. De ce coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? De ce coup, tu es devenu un grand pollueur, toi qui as fait les campagnes pour la lutte contre les plastiques, d'un seul coup, tu es devenu avec Divino. On s'est dit, allez, crac, on va polluer Valus. Non, voilà. J'espère avoir répondu à votre interrogation. J'attends la deuxième question. Alors la deuxième question, je vais vous donner de l'amorcer, en parlant de la réflexion de la plage et des roseaux. J'ai pas fait
un sondage auprès de quand les pelleteuses et les camions sont sur la plage, ça nous revient aux oreilles. Donc forcément ça ne plaît pas. J'ai relu avec délectation, non pas pour la polémique que ça avait soulevé, mais pour la plume qu'avait Marguerite, et j'ai à côté de moi sa plus chère amie, ceux qui vous avaient opposé à un moment où elle se plaignait. Donc elle faisait des éloges de votre gestion, mais elle disait que pour la plage, vous étiez en dehors du coup. Vous aviez répondu. Que c'était la dernière fois que ça se ferait. On peut remarquer que ça s'est fait une fois de plus. Que la plage, donc on soulève la couche inférieure qui fait qu'on remonte de la terre, que actuellement l'odeur sur la plage n'est pas forcément une odeur d'iode. Et donc, comme je vous dis, ce n'est pas un sondage, mais plusieurs personnes m'ont interpellé là-dessus. Moi aussi, hein, ne croyez pas. Hein. Tout le temps, vous savez que on est là pour ça, on est là pour se faire engueuler, parce que sinon on n'acceptait pas ça, on ne peut pas accepter cette fonction. Mais la critique, elle est aisée, c'est quand elle n'est pas documentée qu'elle me gêne un peu, et quand les gens ne vont pas au fond des choses. Voilà. On peut poser des questions, et ça me permettra d'aborder le point de la rivière. Mais tu veux dire un mot, et après moi je compléterai. Allez. Si, ça marche. Oui, alors pour ce qui est de l'exploitation de la plage, on est lié, comme vous le savez, avec les services de l'État dans une concession d'utilisation du domaine public qui nous impose donc d'entretenir et d'aménager la plage avec des poubelles, des services, de l'accessibilité, des points d'eau, et on installe également des sous-traités qui sont là pour faire vivre un peu l'activité liée au bain de mer. Et donc ils payent une redevance également pour cela. Hein. On en a 5 sur Vanus. Donc voilà. Donc, quand il y a eu, suite aux crues du printemps qui ont emporté pas mal de matériaux là, devant de la plage vers le large, puisqu'on avait eu quand même 3-4 jours de débit très important et de lest qui était plutôt faible, donc ce qui a permis aux granulats et aux matériaux de s'en aller assez loin, ça s'est rarement arrivé, donc ça a créé cet îlot au devant. Donc moi, on avait demandé au service de l'État l'autorisation de pouvoir reprendre ces matériaux pour les ramener et recréer ce cordon dunaire, ce cordon oral, et permettre l'exploitation de la plage avec le club de voile, etc., puisqu'il fallait bien remédier à ça. On nous a dit, notamment les services de l'Adréal, que c'était considéré comme un rechargement de plage et que ça donnait lieu à des granulométries, etc., toute une procédure longue. Donc voilà, donc moi avec les collègues du domaine public maritime, ils m'ont dit, dans le cadre de la concession, par contre, vous avez la possibilité de faire des mouvements de matériaux, puisque c'est prévu dans la concession de pouvoir faire reprendre le profil de plage, comme on le fait tous les ans, mais là c'était plus important, parce qu'il fallait qu'on recrée quand même la plage qui était partie. On est parti sur ce principe-là, on n'a pas touché à ce qui était en avant-mer, et donc on a fait des mouvements de matériaux depuis les arcades, un peu partout, là. Tout ce qui était remonté par les tempêtes, on l'a repris et on l'a redéplacé pour recréer cette partie d'embouchure pour permettre au club de voile de s'installer, de lui remettre son chenal de mise à l'eau et d'autres personnes qui l'utilisent, notamment les estimants. Donc voilà pourquoi on a parti sur ce principe-là avec l'accord des services de l'État, parce qu'autrement, on aurait pu le laisser comme ça, mais bon, ça posait des problèmes effectivement d'exploitation de la plage. Alors après, on n'en a pas non plus des milliers de mètres cubes. C'est sûr que aussitôt qu'on y touche un peu sur la partie haute, on a un peu de matériaux effectivement terreux qui ressort. Mais c'est la physionomie de cette plage qui est comme ça. Hein. On ne peut pas
le ramener du sable ou c'est pas des choses qui sont. On a fait des mouvements de matériaux, tout ça validé avec les services de l'État dans le cadre de nos obligations de gestionnaire de la plage. On a entendu tout et son contraire, qu'on a amené de la terre sur la plage, qu'on a enlevé les galets et qu'on rajoutait du sable. Voilà. Tout ça, c'est des idioties, je le dis, c'est des gens qui ne sont pas renseignés. C'est certainement des personnes malveillantes, en tout cas pour la réputation de la ville, pas pour la réputation de Jean-Michel Solé, pour la réputation de la ville. La vérité, c'est que la plage s'est chargée du côté des arcades, et c'est largement rechargé, et qu'il a fallu porter ces matériaux là-bas. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu installer l'école de voile. Les enfants de Bagnouls et nos amis touristes n'auraient pas pu faire de la voile, alors on l'aurait déplacé au milieu de la plage, et on aurait fait un chenal de 20 ou 30 mètres, en plein milieu de la plage, on aurait, en prenant un espace pour la vie. Il faut laisser les plages naturelles avec les morceaux de, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, des morceaux de roseaux, etc. Bien sûr, je vous invite à aller marcher pieds nus sur une plage avec des morceaux de roseaux. À mon avis, celui qui va descendre l'est, il va faire la fortune, parce qu'il va y avoir des gens qui vont se couper les pieds et qui vont se blesser. Les mêmes qui parce qu'ils ont été impressionnés, parce qu'ils ont vu un camion et une pelle mécanique, les mêmes maintenant vont aller mettre leurs serviettes sur la plage quand elle a été refaite. Et je rappelle qu'on n'a rien ramené sur la plage, rien du tout. On a pris les sédiments qui sont venus de la mer, qui ont rechargé au niveau des arcades, avec une pelle mécanique. Ça nous a coûté plus cher parce qu'on n'a pas voulu, avec le bulldozer, les pousser et les traîner, les racler sur toute la plage. Donc on les a chargés là-bas, avec ce gros camion qui a été fait exprès, et on les a mis derrière le terrain de boule pour reconstituer la plage pour qu'on puisse installer l'école de voile. La presqu'île qui a été faite ne sera pas touchée. On n'a pas eu l'autorisation de service de l'État et on sait que c'est une bonne chose parce que c'est assez sympa. Quand je discute avec mes amis les sénateurs, je ne vais pas citer les noms, mais qui connaissent bien Bagnouls et qui ont une intériorité par rapport à ça, ils me disent qu'elle va se reformer toute seule et que petit à petit, la tramontane va nous la ramener et cette presqu'île va disparaître. Donc la plage, on n'a pas rajouté de terre, on n'a pas rajouté de sable, on n'a pas enlevé les galets. Je rappelle qu'en 2014, quand nous sommes arrivés, il y avait un tracteur qui passait avec un dégrilleur et qui ramassait des galets, qui les traînait partout et qui les mettait dans la rivière. Et ces propres galets, à la première crue de la rivière, allaient au milieu de la baie. Ça, on l'a arrêté. On a souhaité un nettoyage de la plage manuel, mais une fois par an, il faut qu'on recalibre les plages. On le fait aux Elmes, on l'a fait au Centre du Marais. Voilà. Donc, c'est une chose qui se fait naturellement, avec des autorisations, et qui s'est fait d'une manière un peu plus spectaculaire, parce qu'avec une pelle mécanique, pour ne pas gratter, on a chargé un camion et les a emmenés là-bas. Et tout bête comme chou, ce qu'on a fait. Et je pense que la plage, je vous invite à la regarder, et je ferai un mot à Momo, parce qu'il nous a laissé une plage vraiment très bien arrangée, nickel. J'entends votre troisième question. Oui, non, juste pour préciser, n'étant pas un adepte des réseaux sociaux, ce qui a pu être colporté ou les idioties qui ont pu être dites n'émanait pas de ma personne. Non, mais je ne doute pas, je vous le dirai. Je ne me fais que l'écho des personnes qui m'ont expliqué que ça ne leur convenait pas, c'est tout. Donc, quand vous parlez de cette trieuse de galets que nous avions achetée entre 2001 et 2008, je ne dirai pas la date parce que je ne me rappelle pas, mais c'était pendant le mandat de 2001 à 2008. Elle avait été choisie en accord avec les ateliers municipaux, avec les services techniques, et ça remplissait apparemment bien sa tâche. Elle a fait polémique aussi. Hein. Je peux vous dire qu'elle a fait polémique. Hein. Elle a fait de toute façon, chaque fois qu'on voit quelque chose, ça fait polémique. Hein. Ouais. On assume. Elle laissait la plage. C'est pas à jeter. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'était bien ou pas bien. Moi, je suis en train de vous dire simplement que ça n'a pas été notre choix et qu'on a arrêté. C'est tout. Après, je vous dis, je ne vous ai pas fait de commentaire sur si c'était bien ou pas bien. La dernière chose que je voulais évoquer, c'était la demande que vous avez, qui émanait du RGPD. Donc, on nous a donné une feuille donc, avec différentes directives qu'on nous demandait de signer. À la lecture, ça fait un petit peu peur. Je ne suis pas un professionnel du droit, donc il y a certaines questions que je me pose par rapport à ce qui est noté dans ce document. Je pense, parce que j'ai déjà posé la question autour de moi,
d'autres élus aussi sur notre communauté de communes. Et donc M. Camilleri, qui est la personne qui met en place donc, ce RGPD, du moins qui est l'assistant technique pour la mise en place du RGPD, s'est déplacé dans notre commune. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible, avant que vous nous demandiez de vous rendre ce document dûment signé, que M. Camilleri vienne et nous expose exactement ce à quoi on s'engage si on ne vous le rend pas signé. Pour moi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est lui qui nous a assistés et c'est lui qui nous a rédigé les documents que je vous ai envoyés. Donc après, il viendra vous confirmer ce que je vous ai écrit. Après, si vous voulez qu'il vous le dise parce que vous avez plus de foi en sa parole qu'en la mienne, Non, c'est votre affaire, mais il vous dira la même chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Après, si vous ne voulez pas le signer, vous le signez pas. Je vous dis qu'il y a Si certains vous voulez points. qu'il vienne, il viendra, il n'y a pas de problème. Il y a certains points de ce document qui méritent d'être explicités. Prenez rendez-vous avec lui, allez le voir. Alors, Après, moi, je peux bien le faire venir ici. Les membres de ma majorité l'ont signé sans crainte. moi, c'est pas le document sur le RGPD qui me posait question, c'est le document intitulé responsabilité. Parce que ça n'a rien à voir avec le RGPD. Mais Que je connais bien. Madame Fradet, moi, je passe pas mon temps à feuilleter Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le ce... code Ce administratif. que je trouve et intéressant, j'en ai c'est que pas dans la ce capacité. document Mais donc, responsabilité, il est indiqué qu'on ne peut pas communiquer les documents du conseil municipal. Alors que ces documents sont par Parce que alors, pourquoi c'est est-ce qu'il est documents marqué de qu'on ne peut pas travail, les quoi. communiquer C'est Les documents de travail qu'on ne peut pas communiquer, pas les documents du conseil municipal, c'est les documents sur lesquels on travaille pour établir le conseil municipal. Après, de toute façon, écoutez, on va pas, je ne vais pas jouer à celui qui vous répond parce que la personne la plus qualifiée, c'est ce monsieur. Moi, je le ferai venir, vous le rencontrerez. Si d'autres veulent le rencontrer avec vous, ils se joindront à votre groupe et ils vous donneront des explications. Mais il n'y a rien de malice ni rien. C'est un texte de loi qui rentre en application maintenant. Voilà. C'est bien, c'est pas bien, c'est un règlement européen, c'est la protection des données. Voilà. Après, vous le signez, vous le signez, vous ne voulez pas le signer, vous ne le signez pas, vous faites ce que vous voulez. Nous, on le signera. Voilà. Si vous voulez que je fasse venir ce monsieur, Sophie prend acte, on va lui écrire, lui demander qu'il vienne vous rencontrer. Si d'autres personnes du conseil municipal veulent assister avec vous, ils assisteront, et vous aurez les explications que vous voulez. Moi, je n'assisterai pas, et comme ça, vous aurez encore plus d'explications. Pas vous dire mieux. Moi, ça m'est égal. Franchement, on m'a dit qu'ils ne veulent pas signer, qu'ils signent pas, c'est pas grave. C'est la loi. C'est pas moi qui l'ai fait, et c'est pas moi qui ai rédigé le document, ni les services de la commune. C'est ce monsieur Carmigénéry, là, qui nous a proposé le document. Hein, la trame du document, voilà. Après, faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire mieux. Hein. On va pas discuter pour ça, je vous dis. C'est bon? J'ai une dernière petite remarque pour reprendre les remarques de Jean-François. Sur notre, parce qu'effectivement, toutes ces questions et ces polémiques sur l'environnement, etc., on en entend beaucoup parler. Et dans notre écrit, dans notre tribune, on a demandé à ce que vous fassiez une réunion publique sur tout ce sujet pour expliquer, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que c'est très bien d'expliquer en conseil municipal, mais il y a des vraies demandes qui se font de la population, et je trouve qu'au moins ça serait clair pour tout le monde, et voilà. Alors, j'ai deux petites remarques. Vous me dites que je n'informe pas le conseil municipal. Quand j'informe le conseil municipal, vous me dites qu'il faut que je fasse une réunion publique. Moi, je veux bien, mais... J'ai jamais dit que vous ne faisiez pas d'information, je dis que vous faites pas de concertation, c'est pas la même chose. Donc, quand je fais une réunion publique et que je donne la parole aux gens, je ne fais pas de concertation. Bah, au moins, vous pouvez les informer sur ce qui a été fait. Non, mais c'est juste par rapport à ce que vous me dites. Mais peu importe, on ne va pas polémiquer. Sur la question environnementale, on est observé et pied par tout le monde. Et souvent, et je le dis en regardant dans les souvent, si on regardait l'attitude des gens qui nous épient, elle n'est pas si exemplaire que ça. Ça, c'est juste une remarque tout à fait personnelle, mais c'est une remarque que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans ce mandat. Je ne vais pas passer le mandat à m'excuser et à faire des réunions publiques pour expliquer ce que je fais. Ce qu'on fait, on le fait en conscience.
on le fait, on donne des explications, et c'est le cas maintenant, sur une réunion qui est filmée, tout le monde peut venir regarder le conseil municipal, il n'y a aucun problème. Les gens qui se font des gorges chaudes, ou qui de temps en temps se lâchent un peu sur les réseaux sociaux, je les invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous assure que je ne suis pas un sauvage, je n'ai jamais battu personne dans mon bureau, jamais foutu personne dehors, et je reçois toutes les personnes qui me demandent un rendez-vous et pour discuter et dialoguer avec eux. Voilà. Après, si chaque fois, là, bon, allez, on n'aurait pas dû déposer ces sédiments là-bas. Allez, il faut que je fasse une réunion publique. Allez, demain, c'est parce que on a fait des travaux sur la plage, une réunion publique. On ne va pas passer un mandat à faire ça. On fait les choses en connaissance de cause. S'il y a une personne qui veut des explications, comme vous le faites, mais c'est légitime, vous me demandez, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, hein, on discutera. Vous pouvez le faire, et toutes les réunions du conseil municipal sont filmées, et on le fera. Ce que je regrette, c'est que quand on a des personnes qui se prétendent être des amoureux de Banyuls, et qui passent leur temps à dénigrer la moindre action que l'on fait sur les réseaux sociaux, sans avoir pris avant le renseignement ou l'explication, ou entendu l'explication, et qu'après qu'on ne soit pas d'accord et qu'on porte la contestation, il n'y a pas de problème. Mais au moins, allons à la source. Il n'est pas que de moi, des services, du personnel, des autres élus. Demander pourquoi les choses sont faites, qu'est-ce qui se passe, et après, on peut dénigrer, etc. Mais on ne fait pas de bien à sa ville. On ne peut pas avoir le drapeau à la main en disant j'aime Banyuls, c'est une ville formidable, et puis raconter partout, dans tous les réseaux sociaux, on ne peut plus aller à la plage, on ne peut pas se baigner, ils sont en train d'amener de voler les galets, que je sais moi, de polluer la Baillerie. Mais qu'est-ce que c'est ces gens? Qu'est-ce que c'est ces gens qui viennent parler, qui viennent discuter, qui on les explique? On fait du mal à la ville, on ne peut pas dire ça. Parce que la ville, c'est nous. Et l'attractivité, la notoriété de la ville, on lui fait du mal. Donc moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Donc ça, je voulais le dire. Ensuite, juste par rapport à la rivière, je vais quand même continuer à expliquer 2-3 trucs. Nous avons déposé un dossier d'aménagement de la rivière, mais ça sera que pour l'année prochaine, la renaturalisation de la Baillerie. Mais cette année, je pense que ce sera la dernière ou l'avant-dernière année où on aurait pu encore utiliser la rivière comme stationnement. Il y a beaucoup d'eau dedans. Elle a été énormément ravinée parce qu'on n'a pas eu ce phénomène d'est qui retient les matériaux, dont les matériaux ils ont filé. Ça veut dire que la rivière elle s'est creusée. À mon avis, par endroit, elle doit être même au-dessous du niveau de la mer, mais ça le vérifiera par la suite. Et donc, on n'a pas l'autorisation de travailler dans la rivière, et on ne travaillera pas dans la rivière tant qu'on n'aura pas d'autorisation, et n'amènera rien du tout dans la rivière tant qu'on n'aura pas d'autorisation. Je le dis parce qu'en même temps, on me dit que je ne dois pas travailler sur la plage, et dans 3 jours, on me dira qu'est-ce que c'est ces algues qui sèchent dans la rivière, c'est une honte, etc. etc. Voilà. On ne peut pas travailler dans la rivière, c'est un dossier qui est validé par la police de l'eau, et la police de l'eau sont très très vigilants sur tout ce qui se passe dans la rivière. Je le dis par rapport à l'information, il vaut mieux qu'on en fasse un peu pour que le public l'entende. Pour l'instant, on ne peut pas accéder à la rivière. Donc, il n'y aura pas de tractopelle à la rivière pour l'instant. Si on a l'autorisation, et si vous voyez un tractopelle à la rivière, c'est qu'on aura eu l'autorisation. Au niveau des travaux du port, on a lu qu'ils allaient continuer pendant l'été. Il n'y avait pas une période qu'il fallait garder pour les herbiers de Posidonie. Comment ça va fonctionner? Alors, il y avait une... Guy, peut-être tu veux dire un mot, Guy, ou vous le dis moi? La continuité des travaux du port. Oui, donc on a fait une commission portuaire, là, il y a le 9. Donc on a revu les plannings de travaux. Donc effectivement, l'entreprise Vinci a demandé à poursuivre les travaux en juillet-août. Je pense qu'ils travailleront jusqu'à novembre-décembre. Pour le lot 1, après le lot 2, ça se poursuivra en début d'année prochaine, sachant qu'on pense une clôture totale des travaux pour mars. Donc ces travaux, ils vont se poursuivre en juillet-août. On a les arrêtés préfectoraux qui ont été donc prorogés. Donc là-dessus, on n'a pas de problème avec la DREAL. Ils nous ont dit OK. Ils ont validé donc cette prolongation de travaux pendant la saison estivale. Voilà.
Donc pour l'instant, ça se poursuit. Et ça posait pas de problème avec le truc des herbiers de Poséidonie, Non, il non. fallait faire une pause. Non, C'est pas. ce que j'avais compris en fait. Non, là, on peut poursuivre parce qu'ils considèrent que le gros des travaux sur le fond, ils sont faits. Donc maintenant, c'est la superstructure. Donc ils nous ont donné l'autorisation. Après, le port, c'est un. On aurait fait le port l'année dernière, il serait livré. On n'a pas pu le faire l'année dernière pour différentes raisons, parce qu'administrativement, ça a été un dossier excessivement complexe à avoir. Je rappelle que même s'il y a eu des sédiments qui ont été déposés, le port a été subventionné par l'ADEME et que c'est un port qui est considéré comme exemplaire parce qu'il se construit autour de la biodiversité sans des infrastructures portuaires. C'est un dossier qui est considéré comme remarquable et qui est un dossier qui servira de modèle et qui peut être transposé à d'autres trucs. Donc vous voyez qu'on n'est pas devenu des pollueurs de ce type. Mais on n'a pas eu de chance, voilà, c'est comme ça. La vie, il y a des moments fastes et des moments qui sont plus compliqués. On a pris la tempête Gloria de plein fouet, peut-être au plus mauvais moment, quand on avait des ouvrages qui étaient en construction, qui n'étaient pas consolidés, les pieux n'étaient pas encore complètement fixés, etc. Ça a tout cassé, ça a tout brisé, donc il y a eu des dégâts relativement importants. Ça nous a fait perdre un mois et demi. On a recalé le calendrier pour qu'on puisse livrer le port dans de meilleures conditions qui sera ouvert cet été, avant l'été. Et après, on a eu le Covid, donc je ne vous explique pas. Donc, le port a été arrêté pendant presque 2 mois, c'est ça, 8 semaines, 9 semaines, donc d'une manière significative. Et ça aussi, ça pose un problème. Voilà. Donc, on a informé, on continue à informer. On a fait une première réunion portuaire parce qu'on avait un peu la pression pour donner des informations. Elle était programmée longuement avant. Et avant de faire une autre là pour voter les tarifs, on refera de l'information. Les plaisanciers sont parfaitement au courant de l'avancement et du nouveau planning qui demande encore à être calé. J'espère qu'il n'y aura plus de problèmes de tempête encore pendant ces quelques mois qui restent. Voilà. Mais on ne peut pas arrêter les travaux. Les travaux continueront l'été. On continuera à recevoir des bateaux et il y aura une adaptation. Et les consultations que j'ai avec les plaisanciers, avec les plongeurs, avec les pêcheurs, avec tous les usagers du port, montrent qu'il y a un degré de compréhension relativement fort et que finalement, je me suis fait moins jeter des cailloux parce qu'on a le port que parce que j'ai mis une pelle mécanique sur la plage. Voilà. Donc les choses se passent